fois, Normandie. Première partie, la naissance d'un géant d'acier. Bonjour, bienvenue au quai du cimetière de l'océan. Je suis Julien Marroyot et je serai votre guide ici pour cette visite dans l'histoire, aujourd'hui consacrée à ce qui est sans doute le plus beau navire français jamais construit. L'apothéose, le chef-d'œuvre de notre savoir-faire et de notre savoir-vivre, là où tous les corps de métier se sont surpassés afin de créer ce qui est aujourd'hui une légende. Mesdames, messieurs, suivez-moi et embarquons ensemble à bord de Normandie. Traversons les années en parcourant sa construction, son intérieur d'une richesse inégalée et sa courte carrière qui se terminera tragiquement dans le port de New York. Pour cela, il faut à nouveau faire un bond dans le temps afin de replonger dans les années 30. Il y a toujours deux mondes lorsqu'on parle de Normandie. Ceux qui vous répondront « Ah oui, c'était un beau paquebot français, il a coulé », et ceux qui vous diront absolument tout de Normandie, son histoire de A à Z, de son lancement à sa fin tragique. Sans doute vous trouvez-vous dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ma démarche a toujours été la même, transmettre au mieux ce que je sais de ces paquebots disparus. Ainsi, voici ma version de l'histoire de Normandie. Elle n'est certes peut-être pas complète, mais je l'ai voulu la plus précise et la plus passionnante possible, car c'est avant tout la passion qui m'anime et me pousse à réaliser cet épisode. Normandie, Normandie. Ne dites pas le ou la, il s'appelle Normandie. Normandie, Normandie. Ah, le beau nom que celui-là. Il évoque les prairies, les pommiers, les champs, les bois, les maisonnettes fleuries et la mousse au bord des toits. Bois et prairies, maisons fleuries, un beau navire, un joli nom. Normandie, Normandie. Il est le plus beau du monde, le plus rapide et le plus grand. C'est le géant de l'océan. Normandie, Normandie. Ne dites pas le ou la, il s'appelle Normandie. Voilà qui répond à la question « Doit-on dire le ou la Normandie ?» Ces paroles de René Darin ont été chantées par Georges Thill lors de la soirée d'inauguration de Normandie le 23 mai 1935. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ces paroles sont intéressantes car elles sont écrites alors que Normandie n'a pas encore commencé sa carrière. Son voyage inaugural aura lieu dans quelques jours et pourtant, on l'annonce déjà comme le plus rapide. Il faut dire que la compagnie a vu les choses en grand et a mis le paquet afin de faire de Normandie le chef-d'œuvre de notre savoir-faire et de l'ingénierie française. Pourtant, il a bien failli ne pas voir le jour et ça aurait été bien regrettable. Tout allait pour le mieux pour la Compagnie Générale Transatlantique et un projet comme Normandie était dans la continuité des choses après Paris mis en service en 1921 et Île-de-France en 1927. Tous deux remportent un beau succès, surtout Île-de-France. Ils sont épaulés sur la ligne par deux plus petits cabin ships, Lafayette et Champlain, destinés à une clientèle moins aisée. Pourtant, leur confort reste très haut de gamme, je vous invite à écouter mon épisode consacré à Champlain. La commande de Normandie répond aussi à la convention postale passée avec l'État français qui l'engageait et prévoyait la livraison de 3 paquebots. Normandie est donc le 3e. Depuis le début du siècle, l'accent de la Transat n'était plus à la vitesse, mais le luxe et le confort. De ce côté, rien à redire. Les paquebots français sont même les meilleurs restaurants de l'Atlantique. Par contre, la vitesse devient un sérieux problème. La course au ruban bleu reprend sur l'Atlantique. Les Allemands le fauchent en 1929 aux Anglais, qui le tenaient bien attaché en haut de leur Mauretania depuis 1909 quand même. Puis, les Italiens s'en emparent également avec un Rex en 1933. Alors, Normandie ne sera pas seulement le plus grand et le plus luxueux navire à flot, il sera également le plus rapide. Le Bremen allemand mesurait 286 mètres de long. C'était à ce moment-là le plus grand paquebot à flot. Normandie ne se contentera pas de le dépasser de quelques mètres, oula non. On a l'ambition en fait de lui faire dépasser les 300 mètres. Il fera même 313 mètres de long et 36 de large. C'est colossal.
Et le problème, c'est qu'aucun port ou chantier français ne peut accueillir un tel projet. Alors, on va commencer des transformations d'envergure. À Saint-Nazaire en 1929, bien avant que la commande de Normandie ne soit lancée, on va entamer la construction de la cale numéro 1, qui est la cale inclinée, depuis laquelle se fera la mise à l'eau de la coque du paquebot. Mais il faut ensuite terminer le navire en cale sèche. Cela se fera dans la forme Joubert, qui est à la fois une forme de radoub qu'on peut mettre à sec pour y accueillir un navire et y faire des travaux, mais également une écluse qui permet aux grands navires de passer entre la Loire et le bassin du port de Saint-Nazaire. La forme Joubert fera 350 mètres de long et 50 de large, bien assez donc pour accueillir Normandie. Sachez que cette impressionnante forme Joubert est encore utilisée aujourd'hui. La construction de Normandie a commencé. Il porte encore, à ce moment, le nom de Projet T6 ou même Super Île-de-France. Rien n'est laissé au hasard et sa coque va faire l'objet d'une recherche très poussée. Elle n'est pas rectiligne. Si on la regarde de face, elle est en forme de Y. C'est également la première fois qu'on trouvera un bulbe d'étrave sur un paquebot français. Le bulbe d'étrave est situé à l'avant, sous la ligne de flottaison. Elle permet de réduire la résistance à l'eau du navire et il peut donc, théoriquement, filer plus vite. La conception de cette coque est due en partie au travail d'un homme, Vladimir Yurkevitch. Yurkevitch est un exilé russe rattrapé par la guerre civile de son pays. Il a dû fuir la Russie peu avant 1920. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ingénieur naval ayant participé à l'élaboration de nombreux navires de guerre et sous-marins pour l'armée russe. En France, il est dans un premier temps salarié dans les usines Renault, puis il parvient à trouver une place au chantier de Saint-Nazaire où le projet du Super Île-de-France va retenir toute son attention et où on l'invite enfin à travailler en 1930. Dans ses bagages, Yurkevitch avait déjà des dessins de coques élaborés, longues et larges, avec bulbes d'étrave et coques pincées et étirées aux extrémités. Les lignes principales de Normandie étaient là. Il fallait juste affiner le projet, réaliser les maquettes, faire les essais en Allemagne avec des ingénieurs ayant travaillé sur Bremen et Europa et modifier quelques cotes afin que sa tenue à la mer soit parfaite. Au-dessus de cette coque particulièrement élaborée et soignée viendra le reste de l'architecture qui ne sera rien de déjà vu. Regardons son gaillard d'avant, qui est comme placé sous une carapace protégeant les chaînes d'ancre et le guindeau. Il n'y a pas d'appareil de manœuvre apparent, ni de mât de charge ou encore de panneaux de cale qui sont, eux, derrière le brise-lames. On dirait que tout a été étudié pour avoir une surface lisse afin de ne pas créer de résistance et que les vagues qui viendraient s'abattre contre la proue de Normandie viennent simplement le caresser et s'évacuer immédiatement. Un peu comme sur un avion en fait, on cherche la forme la plus pure et lisse possible afin de limiter la résistance. On peut également noter ce très beau brise-lames en flèche qui remonte en formant une courbe, se terminant presque comme une visière de casquette. Sa fonction est, comme son nom l'indique, de briser les lames qui viendraient de l'avant afin qu'elles ne viennent pas endommager le château avant, d'autant que derrière, ce sont les grandes vitres du jardin d'hiver. Une autre innovation qu'on trouve, comme nous l'avons déjà vu sur Champlain, le mât avant est placé au-dessus de la timonerie. Depuis la passerelle, on a donc une grande vue entièrement dégagée. Et puis les cheminées. Dessinées par le peintre de la marine Marin Marie. 3 cheminées de taille inégale, décroissantes de l'avant vers l'arrière et légèrement inclinées vers l'arrière qui, de profil, donnent une impression de mouvement au paquebot. Ce n'est pas tout, ces cheminées vues de haut ressemblent à une goutte d'eau, toujours dans l'optique de créer le moins de résistance possible à l'air. Les 3 cheminées sont très larges et évasées à leur base. C'est normal, comme sur l'Atlantique, les conduits de cheminée ne sont pas centrés dans le paquebot, mais déportés sur les côtés afin de créer de très grands espaces intérieurs en enfilade. Enfin, vous ne trouverez pas de système de ventilation apparent sur le sundeck entre les cheminées.
Tout est dissimulé sous des roufs au pied des cheminées. Les passagers pourront donc circuler librement et avoir une impression de grandeur et d'espace interminable. Ce paquebot est une merveille et on est loin d'en avoir terminé. Les cheminées ne sont pas maintenues par des haubans. Ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont pas des grands tubes comme on voit sur les autres paquebots. Elles sont suffisamment hautes et larges pour se tenir seules. D'ailleurs, seules 2 sont fonctionnelles. La 3e est une cheminée d'apparat. Dedans, c'est le chenil où votre compagnon à 4 pattes sera chouchouté pendant la traversée. Des repas sont élaborés par le chef cuisinier juste pour votre chien et un steward s'occupera de le promener plusieurs fois par jour et même de lui faire sa toilette. Puis, derrière ces cheminées, la structure descend comme un escalier décomposé en 5 ponts de promenade ou terrasses pour les 3 classes. Vous commencez déjà à avoir une vue d'ensemble de Normandie, du moins son aspect extérieur. Dites-vous qu'en face, son principal rival sera Queen Mary de la Cunard Line, qui entrera en service 1 an plus tard. Regardez les deux. C'est presque impensable de se dire qu'ils ont été construits à la même époque. Normandie ressemble à une œuvre de science-fiction à côté, tellement il est futuriste. Queen Mary est complètement classique, jolie mais classique, une pièce de musée à côté de Normandie. Il sera pourtant plus puissant et un rude adversaire dans la course au ruban bleu. Queen Mary fera 200 000 chevaux. C'est énorme. Le Bremen, en comparaison, en faisait 135 000 et Normandie en fera 160 000. Et j'aimerais à présent qu'on descende justement au cœur de sa coque, dans la salle des machines, car là aussi, c'est futuriste. 29 chaudières Penwet sont installées. Elles produisent la vapeur qui est introduite dans les turbines. Jusque-là, rien de surprenant. Mais ensuite, ces turbines sont cette fois associées à des alternateurs qui produisent un courant électrique. C'est ce courant puissant qui est transmis aux hélices. Ces puissants moteurs électriques sont l'œuvre de l'entreprise Alstom de Belfort. C'est une technologie lourde et encombrante. On ne la retrouvera sur aucun autre paquebot et c'est aujourd'hui impensable à cause de son encombrement. Alors, pourquoi cette solution à l'époque ? Parce qu'elle présente de nombreux avantages tout de même. Tout d'abord, c'est silencieux. Ensuite, cela ne produit pas ou peu de vibrations. Elle permet également à Normandie de passer en marche arrière à pleine puissance avec un simple commutateur. Avec cette installation, Normandie est une véritable centrale électrique d'une grande puissance. On disait de lui qu'il était capable d'alimenter toute une ville comme Paris en électricité. Rendez-vous compte. De l'autre côté de la Manche, la White Star commençait le chantier de son océanique en juin 1928. Il devait atteindre les 310 mètres lui aussi et dépasser les 30 nœuds. Pareil du côté de la Cunard, le chantier du Queen Mary n'était pas un secret et on savait qu'il prévoyait la construction d'un second navire reprenant les mêmes caractéristiques dans l'optique d'effectuer les rotations avec ces 2 navires de grande capacité ultra rapides et ainsi se passer des vieilles unités. Mais la fameuse crise de 29 ébranla le monde entier comme nous l'avons déjà vu. La White Star Line, déjà en difficulté, arrête la construction de l'Océanique et le chantier ne reprendra jamais. La Cunard met en longue pause le chantier de Queen Mary, faute de fonds. Pour autant, le projet T6 en France est maintenu. Mais voilà, depuis le début des années 30, le trafic maritime connaît un déclin très brutal, conséquence de la crise bien sûr. Le nombre de passagers transportés sur une année est quasiment divisé par 2. Par exemple, en 1933, la Transat avait transporté, tous navires confondus, 42 000 passagers. En une année, on prévoit que Normandie doit transporter, à lui seul, 80 000 passagers. Les calculs ne sont pas bons. Les caisses de la Transat sont vides. Le chantier de Penwet réclame d'être payé à mesure que les travaux avancent. Mais où trouver l'argent ? La Compagnie Générale Transatlantique se trouve donc en faillite dès 1931. Il faut alors se tourner vers l'État et la Transat passe sous contrôle de l'État qui va financer la construction de Normandie.
Henri Cancardel est nommé administrateur général et Marcel Olivier, président-directeur de la compagnie. Ce sont ces deux hommes qui vont défendre le projet pharaonique et coûteux de Normandie à bout de bras. Sans eux, il y a fort à parier que le projet aurait été tout simplement abandonné. En fait, il paraît même invraisemblable aujourd'hui qu'on soit allé au bout. Mais ces deux hommes étaient déterminés à faire rayonner la France, son industrie, ses artistes et son savoir-faire. Alors, le chantier avancera au ralenti entre deux grèves, mais il avancera. Et c'est là tout le contraste. D'un côté, vous avez une France durement touchée par le chômage qui se trouve à financer un chantier fortement discutable qui pour autant fait travailler un grand nombre d'ouvriers. Mais que deviendront ces ouvriers une fois le chantier terminé ? Car Normandie, c'est presque 300 entreprises et 200 artistes qui travaillent dessus. Le 19 octobre 1932, on décide qu'à quelques jours de son lancement, il faut lui trouver son nom de baptême. Le ministre de la Marine aimerait le nommer Paul Doumer, en hommage au président de la République récemment assassiné. Mais on se rend compte que prononcé en anglais, on pourrait entendre « doom », soit « maudit ». Le choix s'oriente donc, comme pour les autres paquebots, sur le nom d'une région. Henri Cancardel propose alors Normandie, car c'est après tout une région qui fait référence à la mer, aux paquebots et aux nombreux ports français, dont celui du Havre. De plus, un autre paquebot avait déjà porté le nom de la Normandie. Il effectua une très belle carrière de 1883 à 1912, date de son démantèlement. Après quelques débats, le Conseil adopte donc le nom de Normandie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa construction ne laisse personne indifférent. Tous sont curieux de voir cette forme surprenante s'élever dans le chantier de Saint-Nazaire. Soit on aime, soit on déteste, tant et si bien que le 29 octobre 1932, pour le grand jour de son lancement, c'est une foule immense qui fait le déplacement vers Saint-Nazaire. On arrive à pied, à vélo, en automobile, en train, en bus pour venir assister à cet événement. La presse n'est pas tendre. Beaucoup viennent car des paris ont été lancés. On pense que le bassin du port n'est pas assez profond et donc que Normandie viendra heurter un rocher oublié pendant les travaux d'aménagement. Ou bien qu'il va s'échouer ou même chavirer. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd jamais mis en mouvement par l'homme, pour reprendre les mots de Frédéric Olivier dans son ouvrage Normandie, un chef-d'œuvre français. Il est 14h30 sur la petite estrade faisant face à la proue. Albert Lebrun, président de la Troisième République, termine son discours en vantant le génie et la construction française. Puis, son épouse Marguerite, marraine du paquebot, coupe le ruban qui retient la bouteille de champagne, et comme le veut la tradition, elle vient se briser sur la coque de Normandie. Alors, on retire les derniers vérins hydrauliques qui retiennent la coque, et celle-ci glisse vers le bassin. Elle pénètre l'eau à une vitesse de 12 nœuds environ, sous une levée d'applaudissements, puis de panique. La masse du paquebot provoque une vague qui vient submerger les berges, faisant prendre un bain un peu froid aux personnes installées au premier rang. Normandie est rapidement amenée vers un quai d'armement. Pour le moment, la forme Joubert est occupée par Île-de-France qui subit quelques travaux de modernisation. Initialement, on prévoyait une mise en service de Normandie pour le printemps 1934. Mais un nouvel événement majeur va venir remettre en question la protection incendie de Normandie. Vous voyez de qui je veux parler ? L'Atlantique, bien sûr. En janvier 1933, il est ravagé par les flammes au milieu de la Manche, alors qu'il était en chemin pour son entretien annuel au Havre. Il faut tout repenser. La perte dramatique d'un des plus beaux paquebots de notre marine marchande a mis en évidence des négligences dans les aménagements à ne plus reproduire, d'autant que l'Atlantique et Normandie ont énormément en commun dans l'agencement de leurs gigantesques espaces communs. De plus, ils sont construits par les mêmes chantiers. Et c'est justement les immenses pièces de l'Atlantique qui ont, entre autres, aidé le feu à se propager très vite. Marcel Olivier, directeur de la Compagnie Générale Transatlantique, et Henri Cancardel annoncent donc le report du voyage inaugural au printemps 1935. Et le chantier continue donc d'avancer péniblement.
Les ouvriers font grève et malgré tout, on maintient la mise en service pour mai 1935. Ces machines trouvent leur place au fond de la coque, pendant que dans les ponts supérieurs, les meilleurs artisans de l'art déco s'attellent à créer les plus beaux espaces jamais vus sur un navire. On en fera bientôt le tour, laissons-les terminer. L'heure pour le moment est aux essais en mer. Comme premier commandant, la Transat a choisi René Punier, un de ses plus anciens capitaines expérimentés qui, jusque-là, commandait Paris. Comme il est à 1 an de la retraite, on lui assigne un commandant adjoint, Pierre Torreux, qui lui commande pour l'heure Île-de-France afin qu'il se forme en même temps sur le navire dans le but de prendre par la suite le commandement de Normandie. Nous sommes le 5 mai 1935 et Normandie s'apprête à se lancer sur la base de vitesse de Glénan. L'état-major de Normandie est mécontent. Des journalistes ont été invités à bord pour assister aux essais, en plus des ouvriers qui terminent de travailler dans certaines parties du navire sur les finitions. En effet, une fois les essais terminés le 11 mai, Normandie partira directement au Havre sans repasser par les chantiers de Saint-Nazaire. Les délais avant le premier voyage vers New York sont trop courts. Les essais se montrent très prometteurs. Normandie atteint les 32 nœuds et enregistre une vitesse moyenne de 31,5 nœuds. C'est du jamais vu. Le ruban bleu ne sera qu'une formalité si aucun incident ne vient ternir le premier voyage. Punier et Torreux découvrent entre leurs mains un navire non seulement rapide, mais extrêmement maniable. L'appareil à gouverner est une merveille et sa propulsion turbo-électrique lui permet des manœuvres très rapides. De plus, après quelques exercices à grande vitesse, on constate qu'il est très stable et que même sous contrainte, il retrouve son assiette horizontale rapidement. Toutefois, à grande vitesse justement, des vibrations se font sentir à l'arrière du navire en classe touriste, 3e classe et même dans certains endroits de première classe. Le début de carrière de Normandie devra se faire ainsi. Demandez les nouvelles du jour, 23 mai 1935. Président Lebrun vient inaugurer Normandie. Les nouvelles du jour, 23 mai 1935. Le président Lebrun vient inaugurer Normandie. Bonjour à vous tous. Nous sommes au quai Johannes Couvert, au Havre, en ce 23 mai 1935. Normandie y est amarrée. À côté, il y a Paris. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le président Lebrun vient visiter les nouvelles installations du Havre. Oui, on a dû aussi agrandir le port du Havre pour que Normandie puisse y venir et surtout, on a aussi une nouvelle gare transatlantique d'où arrivent les trains de Paris, comme celle de Cherbourg. Cette nouvelle gare est la plus grande jamais construite et se marie parfaitement bien avec Normandie. De plus, elle est construite avec sa tour marée-mètre de 80 mètres de haut, qui permet donc d'indiquer le niveau de la marée. Il y a une foule incroyable dans les rues, le président parade dans son automobile et salue la foule qui l'acclame. Dans l'après-midi, monsieur le président Lebrun viendra visiter et inaugurer Normandie après son passage par la nouvelle gare. S'en suivra un dîner à bord, un spectacle et un bal. À bord de Normandie, c'est tout un petit monde qui peaufine les détails pour ce soir. Le chef cuisinier Gaston Magrin et son équipe s'attellent autour des casseroles à préparer le repas de gala de ce soir. Des aliments de premier choix viennent d'arriver par le train de Paris, de même que d'autres caisses de victuailles sont déchargées de Paris, qui vient d'arriver de New York, avec des produits qu'on ne trouve que là-bas. Dans la salle à manger et les salons, des techniciens installent des microphones pour les discours à venir et prêtent main forte aux équipes de journalistes de la TSF qui s'installent pour tout retransmettre en direct. Mais voilà qu'on les presse de venir d'urgence dans le théâtre où plus rien ne fonctionne. On n'entend pas la voix des protagonistes faisant des essais sur la scène. Il faut remédier à ce problème avant ce soir. Sur les quais, une foule se masse en attendant l'arrivée du président et de son épouse, marraine du paquebot. Certains s'amusent à comparer Paris et Normandie. Il est sûr que Paris fait vraiment tout petit, amarré à côté de Normandie.
Parmi cette foule qui fourmille au Havre, il y a bien sûr les spectateurs enthousiastes et émerveillés, les journalistes, mais aussi ceux qui regardent Normandie d'un œil noir et le nomment la dette flottante. Il est 18h et le président et son épouse arrivent à la coupée de Normandie. Ils sont accueillis par les dirigeants de la Transat, le commandant Pugnet, le deuxième commandant Pierre Torreux, et ils sont conduits à l'appartement de luxe Caen, par le très renommé commissaire principal de bord Henri Villard, afin qu'ils puissent se rafraîchir avant les festivités à venir. Plus de 1000 convives viennent assister au banquet de ce soir et peuvent enfin s'émerveiller du luxe du paquebot et constater que l'argent a bien été dépensé. Lorsqu'on arrive à bord de Normandie, on comprend tout de suite que ce paquebot ne sera pas comme les autres. Le hall d'entrée de ce palais est immense de couleur ambrée. Les murs sont revêtus d'onyx d'Algérie, qui était alors un département français. Au centre du hall, on ne trouve plus l'escalier principal qui était sur d'autres liners le point central. Non, là ce sont 4 ascenseurs qui desservent les 7 niveaux du navire. Les cages qui renferment ces ascenseurs sont des œuvres d'art à elles seules. Elles sont gainées de bronze doré, dans lequel sont enchâssées des coquilles de Saint-Jacques. Ces grilles d'ascenseurs, tout comme les rampes d'escalier qui se trouvent entre les ascenseurs, sont l'œuvre de Raymond Sub, qui a déjà travaillé sur Île-de-France et l'Atlantique. Et vous verrez que ce ne sont pas les seules pièces qu'il aura réalisées à bord. Sub est un grand ferronnier de l'entre-deux-guerres et un des acteurs principaux de l'exposition des arts décoratifs de 1925. Sa carrière ne s'est pas limitée au paquebot, loin de là. On lui doit entre autres les réverbères du pont du Carrousel à Paris, le portail d'entrée de la faculté de sciences de Paris 6, la rampe d'escalier du palais d'Iéna et un nombre incalculable de portes et rampes un peu partout autour de Paris ou en province. À ce même niveau, les invités découvrent le bureau des renseignements, les vitrines du magasin Bon Marché, où les passagers pourront acheter des vêtements et autres accessoires de mode, le salon de coiffure, le fleuriste, etc. En descendant l'escalier d'un niveau, ils découvrent dans le quart tournant une œuvre de François-Louis Schmitt nommée Le Chevalier Normand, composée d'émail en champ levé sur panneau de fonte. C'est une œuvre très colorée, de rouge, jaune, orange et vert, symbolisant un chevalier au milieu d'une forêt. Le panneau central coulisse latéralement pour nous laisser entrer dans la chapelle. Cette chapelle est œcuménique. Cela signifie qu'on peut accueillir tous les croyants de confession chrétienne, qu'ils soient catholiques ou protestants. La décoration est remarquable et ici encore, les panneaux peuvent coulisser pour servir à un culte ou à un autre. Et puis, comme dans toutes les églises, on trouve un magnifique chemin de croix réalisé en palissandre foncé. On peut y admirer les bas-reliefs de l'autel et de la tribune. Ils sont signés des frères Joël et Yann Martel. Même le plafond est peint et il est l'œuvre de Voguet. Celui-ci avait choisi une iconographie réconciliatrice afin de ne heurter aucune confession. Les invités descendent la dernière volée de marche et ils traversent le lobby. Ils sont à présent face aux portes monumentales de 6 mètres de haut de la salle à manger. Normandie est l'ambassadeur de la France sur l'Atlantique. Cette salle à manger se veut certainement le temple de la gastronomie avec cette entrée impressionnante. Attendez de voir l'intérieur, vous verrez que je ne fabule pas de la comparer à un temple. Cette porte en ferronnerie est ornementée de 10 médaillons de cuivre que l'on doit à Sub à nouveau. Ils représentent les villes normandes de Dieppe, Évreux, Rouen, Caen, Falaise, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux, Alençon et Le Havre, représentés par un navire vapeur à 3 cheminées. Les portes s'ouvrent et les invités peuvent déjà découvrir de chaque côté des bas-reliefs monumentaux en stuc doré de Raymond Delamarre. Il y en a 2 ici et 2 à l'autre bout de la salle à manger qui mesure 80 mètres de long. Ces bas-reliefs symbolisent la Normandie terrienne avec ses pâturages, la Normandie des arts et des monuments régionaux, les armes de la Normandie soutenues par le lion héraldique, Saint-Michel terrassant le dragon, mais aussi la Normandie des sports et des jeux,
Et enfin, la Normandie maritime, avec une représentation de Vénus, de Mercure et autres divinités au milieu des vagues. Les invités sont conduits à leur table par les chefs de rang qui connaissent évidemment les noms des invités par cœur, des monsieur par-ci, des madame par-là. Ils descendent un bel escalier droit, la salle à manger s'élève sur 3 ponts et mesure 8,20 mètres de haut. Superficie totale, 1100 mètres carrés, monsieur. La descente de l'escalier était toujours un moment particulier à bord des paquebots en première classe. C'était le moment où on pouvait se montrer et surtout être vu, un peu comme un défilé de mode. Voilà pourquoi ces messieurs et ces mesdames étaient toujours impeccablement apprêtés dans les plus belles robes et les plus beaux smokings des créateurs de renom. Et sur Normandie, personne ne peut rater votre descente. Tous sont émerveillés par la beauté de cette salle à manger. Sur toute leur hauteur, les murs sont composés de panneaux de verre martelés, fixés sur une armature métallique où la lumière vient scintiller. Ils sont signés Labouré. Dans ces murs s'ouvrent 8 portes de bronze menant à 8 salles à manger particulières qui pouvaient être réservées. Le plafond est en caisson de staff doré, mais dans l'axe principal, ce que tous regardent, c'est la statue gigantesque qui s'élève au fond de la salle à manger, derrière la table du commandant. Elle est en bronze doré et se nomme Pax. Elle est l'œuvre de Louis de Jean. Elle symbolise l'accueil et l'harmonie en tenant dans sa main un rameau d'olivier. Mais certains sont dubitatifs. Il est vrai que Pax a le visage très sévère. Quand je vous dis que cette pièce est faite comme un temple grec, elle semble trôner au milieu telle une divinité sur son socle. De chaque côté de cette salle à manger, comme les colonnes d'un temple, Lalique a réalisé 6 pots à feu en verre de 3 mètres de haut. Ce sont des cascades de lumière montant du sol, réparties en 2 rangées. Contre les murs de verre, il a également réalisé des grandes appliques monumentales de 5 mètres de haut. Pas moins de 135 000 ampoules diffusent la lumière dans toute la salle à manger. Les appliques de Lalique, en se reflétant dans le verre des murs, apportent une couleur mauve, tandis que le plafond reflète son or bruni, donnant à la pièce tout son caractère de richesse, de beauté et de fraîcheur. Tout à l'arrière se trouve une dernière salle, appelée salle du banquet. Le plafond y est plus bas. Elle est séparée par une cloison coulissante et 77 convives peuvent y dîner. Aucune fenêtre ne borde la salle à manger, elle est au centre du navire. De chaque côté, ce sont des cabines de première classe et elles ont toutes une vue sur l'extérieur. L'océan donc. 15 artistes différents ont été employés pour réaliser la décoration des cabines. Elles sont toutes uniques. On y retrouve ainsi différentes essences de bois pour les cloisonnements ou les meubles, des panneaux de laque ou de marqueterie. Moins ordinaires, des cabines réalisées par Rapin sont habillées de panneaux de verre gravés. D'autres de Groult sont en marqueterie de paille sur panneaux de contreplaqué ignifugiés. C'est également la première fois sur un paquebot français que des cabines seront entièrement en alliage d'aluminium. Les salles de bain sont elles aussi soignées. On y trouve à nouveau des panneaux de verre gravés et de la mosaïque finement travaillée au sol. Cette nuit, les invités pourront y passer la nuit. Mais pour le moment, tout le monde s'installe à table dans du mobilier d'acajou. Ce ne sont que 700 personnes qui peuvent prendre place dans cette salle à manger de première classe. Or, ce soir, ils sont plus de 1000 à être invités à goûter à la cuisine du chef Magrin. Alors, on utilise aussi la salle à manger des deuxièmes classes, que l'on nomme classe touriste d'ailleurs, située juste derrière la salle du banquet. Durant le repas, le personnel apporte les plats depuis le dessous. Sur Normandie, les cuisines ne sont plus situées entre les salles à manger, mais en dessous, avec ses chambres froides, sa cave, sa boulangerie-pâtisserie, etc. Toutes les cuisinières et chauffe-plats sont électriques. Le service en salle se fait via des monte-plats ou des escaliers situés entre les salles à manger particulières. Au cours du repas, Marcel Olivier, président de la Transat, vante la réussite du navire, sa construction moderne et sa rapidité à la mer qui en feront
son succès auprès de la clientèle américaine friande du service à la française et qui cherche à traverser le plus rapidement possible l'Atlantique. Et pour finir, le président Albert Lebrun estime que la France peut être fière et orgueilleuse de Normandie. Dans ce cas, soyez fiers, messieurs, mesdames, et ce soir, enorgueillissez-vous à bord de Normandie. Le repas est terminé, mais la fête ne fait que commencer. Les convives sont à présent dirigés pour la plupart vers le théâtre situé sur le pont supérieur, sous la première cheminée. 400 spectateurs peuvent s'y installer au milieu des murs clairs argentés. Le spectacle de ce soir est proposé par Robert Trébor et l'animateur radio Saint-Garnier qui anime la soirée. Défilent alors sur scène Francis de Croisset, Gaby Morlaix et Victor Bouchet qui jouent le billet de loterie. Le plus émouvant est le clou du spectacle. Georges Thill, ténor de l'Opéra de Paris, vient interpréter une cantate dédiée au paquebot que je vous ai lu en introduction de l'épisode. Je n'ai pas réussi à vous trouver un enregistrement. Tous n'ont pas pu tenir dans le théâtre, d'autant que, pendant le repas, d'autres invités sont montés à bord pour assister à la soirée de spectacle. Alors, d'autres animations avaient lieu dans le grand salon. Sur Normandie, toutes les pièces à ce niveau sont en enfilade, comme je vous le disais. En sortant du théâtre, les invités se trouvent dans le prolongement d'une grande galerie qui donne sur ce grand salon. Il était comparé à la galerie des glaces du château de Versailles. Cette comparaison n'est pas si fantaisiste. Le salon est bordé de 5 hautes fenêtres rectangulaires drapées de voilages blancs ornés de glycines cerises. Elles donnent bien sûr sur le pont de promenade qui borde toutes les pièces du pont supérieur. Les murs du salon sont à mon goût une des œuvres les plus remarquables de ce paquebot. Le salon s'élève sur 3 ponts et les murs sont recouverts de panneaux de verre gravés et dorés à la feuille d'or au revers. Évidemment, c'est ininflammable. Ils sont réalisés par le maître verrier Jacques-Charles Champignol, d'après des cartons faits par Jean Dupas. Le résultat est absolument magnifique. Je vous invite fortement à vous rendre sur ma page Instagram, sur laquelle je posterai bien sûr des photos. Les panneaux de 6,50 m de haut et 15 de large évoquent les différentes époques de la navigation, la mer et ses dieux. Évidemment, ils ne sont pas posés en une seule pièce, c'est trop fragile. Champignol a divisé chaque composition en 100 panneaux de 1,30 m de long sur 75 cm de haut. Tout panneau, mis bout à bout, représente une surface de 400 m². Le salon en fait à lui seul 700. Au sol, nous découvrons une tapisserie d'Aubusson aux couleurs éclatantes. On peut la rouler, comme c'est le cas pour ce soir, pour découvrir au-dessous une piste de danse, reproduction fidèle de la parqueterie de la salle du trône du château de Fontainebleau. Rien que ça. Au mur, on y trouve des appliques murales, mais ce n'est pas suffisant pour mettre en lumière toute la pièce. Alors, on trouve aussi 4 grands lampadaires en verre moulé formant des fontaines de lumière, autour desquelles des banquettes circulaires sont installées. Des projecteurs sont également dissimulés dans les vases en étain. Des fauteuils sans accoudoir pour faciliter l'assise sont recouverts eux aussi de riches tissus issus de la fabrique d'Aubusson, dont les motifs floraux sont signés Gaudissart et Rothschild. Les couleurs rouge, orangé et gris au dos s'harmonisent parfaitement avec les couleurs or et argent des murs et des colonnes qui bordent le centre de ce salon. C'est dans ce décor que se déroulent les autres spectacles offerts ce soir. Des chorégraphies de danseuses du ballet de l'opéra, mais également des équilibristes, des mimes ou même des illusionnistes. Enfin, un orchestre vient clôturer cette soirée et jusque très tard dans la nuit, on danse sur des airs de jazz. Le président Lebrun, après avoir ouvert le bal, est parti se coucher dans sa suite. Devant sa porte, un garde est posté en tenant fermement entre ses mains une hallebarde. Mais dans le grand salon, la fête se poursuit jusqu'au petit matin, démarrant une longue tradition de nuit de fête à bord de Normandie. Les invités iront pour certains dormir pour la première fois dans les cabines du paquebot, celles qui sont terminées en tout cas, ou bien à bord de Paris, amarré juste à côté pour l'occasion.
Le président Lebrun se réveille de bonne heure en ce matin du 24 mai, alors que la plupart des invités dorment encore, et il visite rapidement Normandie. Sans doute a-t-il l'occasion de découvrir cette grande enfilade de pièces que composent la galerie, le grand salon et le fumoir. Au fond du salon se trouve une paroi coulissante coupe-feu, revêtue d'une laque monumentale de Jean Dunand, toujours d'après un carton de Jean Dupas. Cette œuvre sublime est le char de l'aurore, de ton rouge doré et argenté, travaillé comme un bas-relief. Il donne le ton pour la pièce suivante, exclusivement composée de laque. Le fumoir est une vaste pièce impressionnante. Dans l'axe principal, face à nous, un escalier très large, décomposé en 5 paliers, nous mène au café-grille. Devant ces portes, nous attend une statue symbolisant la Normandie de Léon Baudry. C'est majestueux. Toute cette pièce est majestueuse. Lorsque la paroi coupe-feu entre le salon et le fumoir est ouverte, essayez de vous imaginer, derrière vos paupières, la longueur, je vous la donne, 210 mètres, de cette enfilade de pièces et cette impression de grandeur dont la statue est le seul point central. Mais restons un peu dans le fumoir. Le mobilier est placé à gauche et à droite pour laisser le passage libre au centre. Tous les murs sont recouverts de panneaux de laque de Dunand. Il réalise 5 panneaux répartis entre bâbord et tribord du salon. C'est le maître de la laque, technique qu'il a appris de grands maîtres japonais. Ces œuvres ici sont de véritables bas-reliefs dans des tons ocre sur fond doré. Ils ressemblent à des œuvres égyptiennes représentant certains protagonistes de profil. Je ne m'étendrai pas à vous décrire chaque panneau, ils sont sublimes et je vous laisse aller consulter des photos ou même vous rendre au musée d'art moderne de Paris où ils sont exposés. Dans notre malheur de la perte de Normandie, on peut s'estimer heureux qu'une grande partie de ces décorations ait été sauvée et soit en partie visible. Tout comme vous, le président Lebrun commence sûrement à noter que la plupart des matériaux employés à bord sont ignifugiés. Même les portes des cabines étaient isolées avec des feuilles d'amiante à l'intérieur. En fait, c'est tout le paquebot qui a été divisé verticalement en 3 parties pour ne pas que le feu se propage. Un peu partout, on trouvait des rideaux coupe-feu, et si on regarde au sol, on peut voir par endroits des plaques rondes de cuivre. Ce sont les points Puniet, une idée originale du commandant Puniet lui-même. Si un incendie se déclare dans une pièce au-dessous, on pouvait, depuis ces points, placer une lance incendie et le combattre depuis le dessus pour se trouver au cœur du foyer. De plus, de nombreux détecteurs incendie sont dispersés dans le navire, en particulier dans les endroits les moins fréquentés par l'équipage. Tout est relié à un centre de sécurité d'où on peut gérer les cloisons anti-incendie et le système de ventilation, ainsi que de couper au besoin certaines installations électriques. Les incendies peuvent être éteints par eau, mousse carbonique ou extincteurs portatifs placés un peu partout dans le navire. Des pompes et robinets sont accessibles de partout. En fait, la sécurité incendie à bord de Normandie dépasse toutes les normes en vigueur à ce moment dans les années 30. On peut donc se demander comment, par quelle sorcellerie il a pu prendre feu à New York en 1942, je vous l'expliquerai. Pour le moment, le président Lebrun est descendu dans la salle des machines où il fait la connaissance du chef mécanicien Jean Hazard. Lebrun est un polytechnicien et auparavant ingénieur des mines. Il questionne longuement Jean Hazard sur le fonctionnement de son impressionnante machinerie. Puis, peu après 9h, le président quitte le bord et rejoint son train qui le ramène droit vers Paris. Pour autant, à bord, tout s'organise déjà pour la réception du soir. Et oui, ce sont encore plusieurs soirs de fête qui attendent l'équipage. Soirée pour la presse et notables du Havre ce soir, puis soirée de charité le 25. Le 27, la chapelle est consacrée par l'archevêque de Paris, puis on y célèbre la première messe et le 28, ce sont les autorités protestantes qui viennent en faire de même, ainsi que le 29 au matin, c'est un rabbin qui vient y déposer la Torah. C'est donc la fin de ce premier épisode consacré à Normandie.
Je suis Julien Maroyot, j'ai écrit, réalisé et monté moi-même cet épisode. L'illustration est une œuvre de Julien Garnier, célébrant le 90e anniversaire de Normandie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre histoire de Normandie. D'ici là, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire ou bien noter cet épisode sur les différentes plateformes. Cela aide beaucoup à faire parler de ce petit podcast que je chéris.